On va maintenant s'intéresser à des propriétés des matrices qui représentent les applications linéaires. Une première remarque toute bête qu'on peut faire, c'est que quelles que soient les bases que l'on choisit dans l'espace de départ et dans l'espace d'arrivée, la matrice qui représente l'endomorphisme nul, ce sera toujours la matrice nulle. Et même ici on dit l'endomorphisme nul, mais c'est même n'importe quelle application linéaire nulle sera représentée par une matrice nulle. Ça c'est vrai pour une raison très simple, qui est que quand on construit la matrice, comme on l'a vu, colonne par colonne, il s'agit de l'image d'une base. Or, eh bien, une application linéaire nulle, elle va envoyer n'importe quelle base sur des zéros, donc toutes ces colonnes seront nulles. Ok. Maintenant, deuxième remarque simple qu'on peut faire, c'est que pour toute base B d'un espace vectoriel E, si jamais on représente l'endomorphisme identité dans la base B, alors on va obtenir la matrice identité. Attention ici, quand je dis qu'on représente identité dans la base B, c'est donc en utilisant la base B à la fois pour représenter les vecteurs dans l'espace de départ et dans l'espace d'arrivée. On utilise la même base. Alors pourquoi est-ce que ça donne la matrice identité? Regardez, c'est juste une vérification. Imaginons qu'on fixe une base de E, E1, En et qu'on veuille construire la matrice. Il va donc s'agir de regarder identité des EI et de les exprimer eux-mêmes dans la base E1, En. Et ça va donner la chose suivante. Regardez, identité de E1, eh bien c'est E1 par définition de l'endomorphisme identité. Et E1, si je veux l'exprimer en fonction des EI, c'est pas compliqué. C'est une fois E1 plus 0 fois tous les autres. Ce qui va donner cette première colonne ici dans la matrice. Ensuite, même chose pour E2. Identité de E2, c'est E2, qui est égal à 0 fois E1, plus 1 fois E2, plus 0 fois tous les autres. Ça va donner cette deuxième colonne ici dans la matrice, etc., 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 jusqu'à identité de En qui vaut En. Et En, si je l'exprime dans la base EI, c'est 0 fois tout le monde, plus 1 fois En, ce qui va donner cette dernière colonne ici dans la matrice. Maintenant, cette matrice, regardez-la dans les yeux, c'est bien la matrice identité. C'est aussi pour ça que cette matrice, on l'appelle la matrice identité, c'est parce qu'elle représente l'endomorphisme identité. Cette propriété, elle marche, comme on l'a dit, pour n'importe quelle base de E, mais attention, j'insiste, si maintenant vous représentez l'endomorphisme identité, mais en ne prenant pas la même base pour représenter les vecteurs dans l'espace de départ et dans l'espace d'arrivée, alors vous n'obtiendrez pas la matrice identité. En effet, si jamais on utilise deux bases différentes, les EI d'une part et les FI d'autre part, au moment de construire la matrice, on va se poser cette question. Il va s'agir d'exprimer chacun des EI en fonction des FJ. Et là, tout le raisonnement qu'on a fait précédemment s'effondre. Il n'y a aucune raison d'obtenir que EI est égal à 0 fois tout le monde plus une fois FI, sauf cas particulier, sauf si EI est carrément égal à FI pour tout I, et ça signifierait justement que E ronde est égal à F ronde, ce qui n'est pas le cas. On arrive maintenant à une série de propositions très importantes sur le lien entre d'une part les matrices qui représentent les applications linéaires et d'autre part les opérations algébriques qu'on peut faire sur les applications linéaires. Les questions qu'on va se poser sont dans l'ordre. Quelle est la matrice premièrement d'une combinaison linéaire d'applications linéaires? Ensuite, deuxièmement, quelle est la matrice d'une composée d'applications linéaires? Et enfin, troisièmement, quelle est la matrice de la réciproque d'une application linéaire qui est bijective? Commençons par le premier cas, donc la matrice d'une combinaison linéaire d'applications linéaires. Voilà le contexte, on considère U et V deux applications linéaires de E dans F, et on suppose qu'on a fixé une base de E, E ronde, et une base de F, F ronde. On considère deux scalaires lambda et mu, et puis on va poser deux matrices, premièrement grand A qui représente U, et deuxièmement la matrice grand B qui représente V, toutes les deux dans les bases E ronde et F ronde. Ce que dit le théorème, c'est la chose suivante. Si jamais on regarde la matrice qui représente lambda U plus mu fois V, dans E ronde et F ronde, eh bien cette matrice, c'est lambda fois grand A plus mu fois grand B. En d'autres termes, la matrice d'une combinaison linéaire d'applications linéaires, c'est la combinaison linéaire des matrices. Démontrons cela, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Tout d'abord, on va poser grand C, qui est la matrice qui nous intéresse, la matrice qui représente lambda U plus mu fois V. Le but est donc de démontrer que cette matrice grand C vaut lambda A plus mu fois B. Pour faire ça, on va fixer un vecteur colonne grand X appartenant à K puissance P, puisqu'on va s'intéresser à l'action de ces deux matrices sur grand X. Et puis pour donner un sens à ce vecteur colonne, on va considérer le vecteur de E petit x, dont les coordonnées valent grand X. Maintenant, regardez bien le calcul qu'on peut faire. Si jamais donc on s'intéresse à la matrice C fois grand X. Alors, par définition de la matrice C, qui représente, je vous le rappelle, lambda U plus mu fois V, eh bien, ce vecteur colonne, c'est lambda U plus mu fois V de X, exprimé dans la base F ronde. OK. Maintenant, là, par définition, en fait, ça, ce vecteur, c'est lambda U de X plus mu fois V de X exprimé dans F ronde. Et maintenant, par linéarité de l'application coordonnée dans F ronde, ça, c'est lambda U de X dans F ronde, plus mu fois V de X dans F ronde. Maintenant, regardez bien. Ce vecteur-là, ce vecteur colonne U de X dans F ronde, par définition de la matrice grand A qui représente U, eh bien c'est A fois grand X.
Et puis de la même manière, ici ce vecteur-là, v de x dans f ronde, c'est b fois grand X. Du coup, tout ça c'est égal à lambda ax plus mu fois bx. Et maintenant, si on factorise par grand X à droite, on obtient lambda a plus mu fois b fois grand X. C'est gagné, et maintenant prenez du recul vis-à-vis de cette égalité. On est en train de démontrer que c fois grand X est égal à lambda a plus mu fois b fois grand X. Autrement dit, les deux matrices c d'une part et lambda a plus mu fois b ont la même action sur grand X. Étant donné que ceci est vrai pour tout grand X appartenant à k puissance p, ça montre bien que c est égal à lambda a plus mu fois b. C'est ce fameux théorème qui dit qu'une matrice est entièrement caractérisée par la façon dont elle agit sur les vecteurs colonnes. Deuxième proposition, on va maintenant s'intéresser à la matrice d'une composée d'applications linéaires. C'est ce qui est ici dans l'encadré rouge. Voilà la situation. On va considérer deux applications linéaires. Premièrement, une application V qui va de E dans F. Et deuxièmement, une application U qui va de F dans G, où G est un espace vectoriel. Dans cette situation, on sait donc qu'on peut considérer leur composé, U rond V, qui va donc de E dans G. Ces trois espaces vectoriels, on va les supposer de dimension finie et on va, pour chacun d'entre eux, choisir une base. E ronde dans E, F ronde dans F et G ronde dans G. Maintenant, on va poser des matrices. Premièrement, on va poser la matrice grand A, qui représente U dans les bases qu'on a choisies, et puis deuxièmement, la matrice grand B, qui représente V dans les bases qu'on a choisies. Ce que dit le théorème, c'est que la matrice maintenant qui représente U rond V, c'est-à-dire la composée dans les bases qu'on a choisies, c'est-à-dire E ronde et G ronde, puisque U rond V va de grand E dans grand G, comme on l'a dit, eh bien cette matrice, c'est le produit des deux matrices. Grand A, la matrice qui représente U, fois grand B, la matrice qui représente V, de sorte que, eh bien vraiment, matriciellement, la composée va se traduire par un produit matriciel. Démontrons ce théorème. On va noter C la matrice qui nous intéresse, la matrice qui représente U rond V, et donc le but c'est de démontrer que C est égal à A fois B. Pour faire ça, on va utiliser la même technique. On va considérer un vecteur colonne grand X de k puissance P, et pour lui donner du sens, on va considérer le vecteur X de grand E, qui a pour coordonnée dans E ronde grand X. Maintenant, regardez bien. Si jamais on s'intéresse donc à l'action de C sur grand X, étant donné que C, elle représente U rond V, eh bien par théorème, ce vecteur c'est donc U rond V de petit x, exprimé dans la base G ronde. Ça, par définition, c'est U de V de X, c'est la définition d'une composée. Et là, c'est maintenant que ça se passe, suivez bien. Vous voyez cette quantité U de V de X, on va l'interpréter comme U de quelque chose, de V de X. Par définition de la matrice A qui représente U, eh bien ça c'est donc égal à grand A fois ce fameux vecteur V de X exprimé dans la base F ronde. Maintenant, deuxième raisonnement, justement ce vecteur v de x exprimé dans f ronde, on peut le voir justement comme v de quelque chose. Et là, on va utiliser la définition de la matrice grand B qui représente v. Ça, c'est censé être égal par théorème à grand B fois le vecteur des coordonnées de x dans E ronde. De sorte que tout ça, ça vaut donc la A fois B fois les coordonnées de x, puisque le A qui était à gauche, il ne bouge pas, et ça vaut donc AB fois grand X. C'est gagné. Vous voyez ici qu'on a démontré que C fois grand X était égal à AB fois grand X. Ceci étant vrai pour tout vecteur colonne grand X, ça montre bien par théorème que la matrice C est égale à la matrice AB parce que, encore une fois, une matrice est entièrement caractérisée par son action sur les colonnes. Troisième proposition, on va maintenant s'intéresser à la matrice de la réciproque d'une application linéaire lorsqu'elle est bijective. Voilà le contexte du théorème là qu'on a mis en rouge ici. On va prendre le cas particulier où la dimension de l'espace de départ E est égale à la dimension de l'espace d'arrivée, la dimension de F. Autrement dit, le cas où n est égal à P. On sait que de toute façon, c'est le seul cas en dimension finie où on peut avoir une application linéaire qui est bijective. Il faut nécessairement que les dimensions au départ et à l'arrivée soient égales. On va considérer une application linéaire phi donc qui va de E dans F, et puis on va considérer sa matrice qu'on va noter grand A dans des bases qu'on a choisies, mettons E ronde et F ronde. Il est important de noter que, étant donné que n est égal à p, cette matrice grand A, c'est une matrice carrée, et ça va avoir de l'importance. Le théorème dit alors la chose suivante, il dit qu'il y a une équivalence, peu surprenante en fait, entre le fait d'une part que phi soit un isomorphisme, c'est-à-dire que phi soit bijectif, et d'autre part le fait que sa matrice A soit une matrice inversible. D'autre part, il va plus loin, puisqu'il dit que quand on est dans cette situation, c'est-à-dire la situation où phi est un isomorphisme et sa matrice est inversible, alors la matrice qui représente phi moins 1, sa réciproque, alors ici, non pas dans les bases E ronde, F ronde, mais le contraire, F ronde, E ronde, puisque phi moins 1 est une application qui va de F dans E, donc la matrice qui représente phi moins 1, eh bien c'est A moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la matrice A. Pour les curieux qui s'intéresseraient à cette démonstration, la voici, vous pouvez mettre pause dans la vidéo, il n'y a rien de très sorcier.
Ce que montrent ces trois propositions, c'est qu'on a donc des propriétés très intéressantes entre les applications linéaires et les matrices, mais dès lors qu'au niveau des bases, tout concorde. Et c'est souvent ça, la justification, la vérification délicate à faire, c'est de voir que tout marche au niveau des bases. Mais il y a un cas particulier très important, où justement tout va bien marcher sans la moindre vérification sur les bases. C'est le cas où d'abord on regarde des endomorphismes, donc l'espace de départ c'est le même que celui d'arrivée, et où d'autre part, quand on représente ces endomorphismes par des matrices, on utilise la même base pour représenter les vecteurs dans l'espace de départ et dans l'espace d'arrivée. On peut bien le faire, hein, puisque c'est le même espace, donc on peut très bien choisir la même base pour ces deux représentations. Dans cette situation précise, il va vraiment y avoir des correspondances parfaites entre d'une part les endomorphismes de E et d'autre part les matrices qui les représentent Mn de K dans cette base. Par exemple, l'endomorphisme identité, il est représenté par la matrice identité, ça on en avait déjà parlé. Et puis ensuite, au niveau des compositions, on a d'une part que U rond V est représenté par la matrice A fois B, mais aussi que V rond U est représenté par la matrice B fois A, tout marche bien. On peut aussi composer un endomorphisme avec lui-même, U rond U, l'endomorphisme qu'on appelle U carré, il est représenté par la matrice A fois A, hein, puisque une composition se traduit par un produit, et donc par la matrice A carré. Ça se généralise en fait à n'importe quelle puissance entre guillemets de U. Si jamais on compose U K fois avec lui-même, l'endomorphisme qu'on appelle U puissance K, eh bien les compositions se traduisent par des produits de matrices, donc on obtient la matrice A fois A K fois, c'est-à-dire la matrice A puissance K. Ces propriétés sur la composition, on peut d'ailleurs les combiner avec des propriétés sur les combinaisons linéaires. Regardez, si on regarde, je dis n'importe quoi, l'endomorphisme 2 fois U puissance 3 plus 5U carré moins 3U plus 4 identité, et bien ici, par combinaison linéaire, la matrice qui le représente, c'est la matrice 2A au cube plus 5A carré moins 3A plus 4 fois la matrice identité. En fait, de manière générale, ce qu'on comprend ici, c'est que si on regarde un polynôme P en l'endomorphisme U, au sens de la composition et de la somme, eh bien sa matrice, ça va être le même polynôme évalué en la matrice A. Enfin, on peut combiner ces propriétés avec également ce qu'on sait sur la réciproque lorsque U et V sont bijectifs. Par exemple, si jamais on regarde l'endomorphisme, je sais pas, 3 fois V-1 rond U4 moins 2 U rond V plus V carré rond U-1 moins 5 identité, et bien sa matrice, par combinaison linéaire, composition et réciproque, ça va être la matrice 3B-1A4 moins 2AB plus B carré A-1 moins 5 identité. Bref, vous l'avez compris, dans ce cas précis, tout marche bien entre endomorphisme et matrice, et c'est pour cette raison que souvent en pratique on va chercher à se mettre dans ce cas où on utilise la même base au départ et à l'arrivée. On y reviendra. On va terminer cette vidéo avec une réflexion sur cet espace vectoriel-là, l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans F. On sait depuis le début que c'est un espace vectoriel, son vecteur nul c'est l'application linéaire nulle, ok, mais il y a quelque chose dont on n'a jamais parlé, c'est de sa dimension, en tout cas si jamais il est de dimension finie. En fait, le travail qu'on vient de faire entre application linéaire et matrice va maintenant nous permettre de déterminer cette dimension en regardant cette application-là, encadrée en rouge. L'application qui prend un phi, une application linéaire, et qui lui associe sa matrice dans des bases E ronde base de E et F ronde base de F. On suppose ici que E et F sont tous les deux de dimension finie. Cette application, en fait, d'une part, elle est linéaire, ça on l'a déjà vu, c'est le fait que la matrice d'une combinaison linéaire d'applications linéaires, c'est la combinaison linéaire des matrices. Et puis deuxièmement, elle est bijective. Ça c'est plus délicat à comprendre, ça vient vraiment du fait de la manière dont on construit cette matrice. En fait, la matrice d'une application linéaire, elle traduit l'image d'une base, phi de 1 jusqu'à phi de EP. Or, on sait qu'une application linéaire est entièrement caractérisée par l'image d'une base. Donc en fait, construire une application linéaire est tout à fait équivalent à choisir l'image d'une base, c'est-à-dire à construire une matrice. Ça traduit vraiment le fait que cette application-là est bijective. Maintenant, cette application, elle est linéaire et bijective, c'est donc un isomorphisme. Et c'est très important pour nous, puisque quand deux espaces vectoriels sont isomorphes, donc quand il y a un isomorphisme entre les deux, eh bien on sait par théorème que si le premier est de dimension finie, alors l'autre aussi, et ils ont la même dimension. Donc ça nous permet de conclure sur le fait que L de EF est de dimension finie, et que sa dimension c'est la même que la dimension de MNP de K. Cette dimension, il se trouve qu'on la connaît depuis le début, la dimension de MNP de K, c'est N fois P. Pour ceux qui ne se souviennent plus pourquoi, c'est pas du tout pour des raisons compliquées. Quand vous choisissez une matrice de MNP de K, le nombre de degrés de liberté que vous avez, c'est le nombre de coefficients qu'il y a dans la matrice. Et comme elle a n lignes et p colonnes, le nombre de coefficients, c'est bien n fois p.
La conclusion de tout ça, c'est donc que lorsque E et F sont de dimension finie, alors l'ensemble des applications linéaires de E dans F est lui-même de dimension finie, et la dimension de L de E virgule F, c'est la dimension de E fois la dimension de F, P fois N. Cette formule, elle est très simple, mais elle n'a rien d'évident, et eh bien, vous devez la connaître.